Mon histoire est différente de celle que vous avez lue ici, mais j'espère que vous prendrez un moment pour l'écouter. Je ne suis pas originaire des États-Unis, mais j'y travaille depuis l'âge de 23 ans et je vais bientôt avoir 31 ans. Je viens d'un pays en développement et j'ai effectué mon cursus de licence et de master en ingénierie informatique dans une institution de l'Ivy League ici, aux États-Unis. En somme, je suis aux États-Unis depuis l'âge de 16 ans et demi. Mon père travaille pour le gouvernement et ma mère est femme au foyer. J'ai également une sœur aînée qui est médecin. Elle est mariée et a 2 enfants. Ma sœur et moi avons excellé sur le plan académique. Elle rêvait de devenir médecin et elle a réalisé ce rêve. Quant à moi, j'aspire à être ingénieur et souhaite poursuivre ma licence aux États-Unis. Actuellement, je travaille pour une entreprise de renommée internationale que nous reconnaissons tous. Leurs produits font partie de notre vie quotidienne de diverses manières. Je me suis marié dans le cadre d'un mariage arrangé. J'avais 27 ans à l'époque de mon mariage et ma femme avait 21 ans. Après avoir terminé mon master et obtenu un emploi dans l'entreprise de mes rêves, je suis déménagé dans une nouvelle ville. Au début, j'ai partagé un logement avec 2 de mes amis pendant 3 ans. Cependant, lorsque l'un d'eux s'est marié, nous avons dû quitter cet endroit. Nous avons alors trouvé un nouvel endroit à louer par nous-mêmes. J'ai loué un spacieux appartement de 3 chambres dans un quartier huppé de la ville, idéalement situé à seulement 15 minutes de mon lieu de travail. Dans ce nouveau complexe d'appartements, j'ai eu le plaisir de rencontrer un monsieur américain qui s'est avéré être mon voisin de palier. Il travaillait comme vendeur de voitures pour un distributeur d'une marque de voitures haut de gamme et partageait l'appartement avec 2 autres personnes. Ce voisin s'est avéré être une source de soutien incroyable. Je veux dire, son aide était vraiment inestimable. Nous avons développé une amitié étroite et il me rendait visite régulièrement de son propre gré, au moins une fois par semaine pour savoir si j'avais besoin d'aide. Presque tous les week-ends, je l'invitais à venir déjeuner et dîner chez moi. Nous nous retrouvions souvent dans mon appartement pour regarder les sports à la télévision et discuter de divers sujets. Chaque fois que je me rendais dans mon pays natal, ma mère attentionnée lui envoyait de nombreux cadeaux qu'il recevait avec beaucoup de plaisir. Je ne m'étais jamais renseigné sur sa vie personnelle et lui, en retour, n'avait jamais cherché à se mêler de la mienne. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par me marier et je l'ai bien sûr invité. J'ai même pris l'initiative de réserver des billets pour lui et de prendre en charge les frais de visa. Malheureusement, il n'a pas pu venir en raison d'un engagement professionnel. Ma femme a rejoint les États-Unis après avoir terminé les formalités de son visa. J'étais ravi. Elle est d'une beauté exceptionnelle. Issue d'une famille bien établie, elle possède une personnalité à la fois chaleureuse et charmante. Elle a obtenu une licence en histoire. Il y a environ 7 mois, alors que je travaillais à la maison, j'ai entendu ma femme pleurer. Je me suis approché d'elle pour comprendre ce qui s'était passé. Elle était assise sur le canapé du salon, devant la télévision. Au début, j'ai supposé que quelque chose à la télévision l'avait bouleversée, provoquant ses larmes. Cependant, quand je l'ai interrogée, elle a éclaté en sanglots et je suis resté perplexe, cherchant toujours ce qui avait pu la perturber à la télévision. Elle a commencé à exprimer combien elle était désolée et à quel point elle avait tout gâché. J'essayais encore de comprendre ce qui se passait. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que nous pouvions toujours réparer ce qui avait été endommagé. Il n'y avait pas besoin de pleurer. Et elle semblait si laide en pleurant, elle devrait toujours sourire. Les 6 à 8 heures suivantes ont été un enfer pour moi. Elle m'a raconté qu'il y a 2 ans, pendant un mois, je travaillais 20 heures par jour sur un projet très important. Mon ami et ma femme ont poussé les limites. En résumé, elle m'informait que je partais au bureau à 3h45 du matin. Mon ami arrivait alors chez nous à 4 heures pour s'adonner à leur activité. Il partait juste avant mon retour, à minuit. Cela a duré exactement un mois et tout a cessé après ce mois. De surcroît, mon ami a également quitté l'immeuble le mois suivant. Il me parle rarement ou répond à mes messages. Cette situation a duré exactement un mois, pas plus. Quoi qu'il en soit, après notre retour de notre pays natal, j'ai été extrêmement occupé par le travail pendant environ 2 semaines. Ma femme, quant à elle, était occupée par les tâches ménagères. Un week-end, j'ai invité mon ami à déjeuner chez nous. Selon ma femme, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ma femme a des seins naturellement gros et apparemment, mon ami ne pouvait s'empêcher de les regarder aussi longtemps qu'il était chez nous. Je n'avais pas la moindre idée de cela. Ma femme m'a demandé, « Comment as-tu pu ne pas remarquer cela ? C'est ton ami et tu devrais être au courant de son comportement envers les femmes. » Selon ma femme, à chaque fois qu'il était présent, il la dévisageait.
Je pense que je suis un idiot de ne pas avoir été conscient de cela. Ma femme ne sortait jamais seule. Je suis toujours avec elle. Elle était nouvelle en ville et nous allions au centre commercial, à l'épicerie et chez d'autres amis, etc. Mon ami américain venait aussi avec nous quelquefois. Je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit d'anormal en lui ou dans son interaction avec nous. Il était toujours amical et serviable. Ma femme affirmait qu'il était effrayant, de façon naturelle certes, mais effrayant quand même. Nous l'invitions au moins 2 fois par mois à venir déjeuner ou dîner. Il y avait également des échanges dans le couloir. Ma femme affirmait que, peu importe la situation, il fixait sa poitrine. Pourtant, je ne peux pas me rappeler honnêtement d'un seul exemple de ce comportement. Le week-end précédant l'incident, nous l'avions invité à dîner. Au cours du repas, j'ai mentionné à quel point le mois à venir serait extrêmement chargé pour moi, étant donné que je travaillais 20 heures par jour. J'ai expliqué que je ne serais chez moi pas plus de 4 heures chaque jour. Selon mon épouse, le premier jour de mes longues heures de travail, je suis parti vers 15h45. Vers 15h50, il a frappé à la porte. Après que ma femme a confirmé son identité, elle l'a laissé entrer. Il est entré, a verrouillé la porte de l'intérieur et, sans un mot, il l'a embrassée. La suite de l'histoire est quelque chose que vous pouvez facilement deviner. Il est parti vers 22h30 cette nuit-là et je suis rentré à minuit. Des incidents similaires se sont déroulés tout au long du mois. Quand j'ai demandé à ma femme pourquoi elle n'avait rien partagé après la première fois, elle est restée silencieuse. J'ai demandé si elle avait crié ou protesté quand il l'a embrassée, mais elle a dit non. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme l'embrassait et elle a été comme paralysée. Quoi qu'il lui demandait, elle acquiesçait. Il est important de noter que lorsque nous nous sommes mariés, ma femme était très innocente et nous étions tous les deux vierges. Je n'avais jamais été impliqué avec qui que ce soit d'autre non plus. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle partageait cela avec moi à présent, elle a éclaté en sanglots et m'a expliqué que cela la rongeait de l'intérieur. Elle ne supportait pas la honte et la culpabilité qu'elle ressentait et elle avait besoin de le partager avec une personne en qui elle avait confiance. Elle a poursuivi en me racontant tout en détail. Cette conversation a duré de 6 à 8 heures. Notre mariage est tout à fait ordinaire à bien des égards. Cependant, ce qui nous distingue, c'est que nous avons appris à nous connaître progressivement après notre mariage. Nous ne nous sommes pas précipités vers l'intimité. Cela a pris du temps. Il n'y avait aucune pression de ma part. Si j'ai su faire preuve d'autodiscipline pendant tant d'années, quelques mois supplémentaires n'auraient pas fait de différence. Nous avons partagé de nombreux moments de joie et avons visité ensemble de nombreux endroits. Avant notre mariage, ma mère m'a donné une liste de choses à acheter pour faciliter la vie à la maison. Même avant notre union, j'ai eu de nombreuses conversations avec elle au téléphone. Je mène une vie très simple et je m'engage à la garder sans complications. Je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas et je n'ai jamais regardé de contenu inapproprié. Je n'ai pas d'amis femmes. Il n'y a rien que l'on puisse me reprocher. Je jure sur le nom de ma mère. Il en va de même pour elle. C'est une fille très terre à terre. Elle est exceptionnellement jolie et belle. Notre appartement coûte 5 200 $ par mois, mais je gagne désormais près de 600 000 $ par an. Après notre mariage, je me suis assuré de répondre à chaque demande qu'elle faisait sans aucune hésitation. J'avais même droit à une prime trimestrielle de 20 000 $. Cependant, je la recevais rarement dans son intégralité, excepté le mois où elle a réalisé une affaire. En plus de cela, j'ai utilisé une partie de l'argent pour lui acheter un bracelet en diamant de son choix. Ses parents avaient eu un mariage arrangé, tout comme ma sœur et la plupart des personnes que je connais. La même chose vaut pour sa famille. Il n'y a pas eu de problèmes conjugaux majeurs dans cette union. Ce ne sont que les désaccords habituels qui surviennent dans chaque mariage. Ce qui m'a stupéfié, c'est à quel point je devais être inconscient pour ne rien remarquer pendant ce mois-là. Je m'en souviens vivement. Je rentrais du bureau complètement épuisé, je me rafraîchissais, puis elle me tendait un verre de lait chaud. Ensuite, je m'endormais rapidement. Lorsque l'épidémie a éclaté, j'ai commencé à travailler à domicile, ce qui signifiait plus de proximité, plus de rire, plus de conversation et oui, plus d'intimité. Pourtant, je n'avais rien remarqué d'inhabituel. Elle m'a dit plus tard qu'elle se sentait très triste pendant cette période. Néanmoins, elle s'asseyait à côté de moi pendant que je travaillais de longues heures en lisant des livres sur sa tablette, et nous discutions de l'intrigue. Une de ses passions est la lecture sur l'histoire du monde et le partage de contes fascinants. J'apprécie sincèrement l'écouter parler. Serais-je assez idiot pour n'avoir rien remarqué ?
Quelques mois après avoir commencé à travailler dans l'entreprise, je me suis retrouvé un soir dans la cafétéria avec quelques collègues. Plusieurs d'entre eux travaillaient sur mon projet, et 2 autres sur un projet différent. Nous étions engagés dans une conversation informelle sur divers sujets lorsque l'un des collègues de l'autre projet a partagé une information intéressante. Il nous a informé qu'une femme mariée de son projet entretenait une liaison avec un homme célibataire occupant un poste supérieur. La différence d'âge entre eux était d'environ 20 ans, et il prétendait savoir, de sources sûres, qu'elle gagnait nettement plus que son mari. Il a ensuite spéculé que cela pourrait être la raison pour laquelle elle était impliquée dans cette relation extra-conjugale avec cet homme plus âgé qui, selon lui, gagnait au minimum 10 fois plus que le revenu de son mari. Cette histoire m'est restée en tête, tapie au fond de mon esprit. Elle m'a fait réfléchir à la manière dont les disparités de revenus dans un mariage pourraient affecter une relation. Pour cette raison, j'ai partagé des détails sur ma propre capacité à gagner de l'argent. Pourquoi ne connais-je pas le revenu annuel exact de mon ami américain? Je suis presque certain qu'il ne dépasse pas le mien. Non, je ne fais pas partie des 5% des employés les plus performants, mais je ne tombe pas non plus dans les 10% des meilleurs. Dans certains cas, certaines personnes reçoivent significativement plus que d'autres en termes de récompenses basées sur la performance. Ce que je cherche à comprendre, c'est la raison de son infidélité. Je lis beaucoup de contenu lié à la philosophie de la pilule rouge, qui met souvent l'accent sur des qualités telles que mesurer 1,80 m, avoir un revenu à 6 chiffres et maintenir un physique d'athlète. Je possède tous ces attributs et pourtant, je subis toujours cette humiliation. De plus, je commence à remettre en question son innocence. Il y a un autre détail que j'aimerais partager. Ils ont pratiqué diverses activités dans mon appartement. Dans les 3 chambres, sur le lit, sur le sol et sous le lit. J'ai demandé si c'était même possible. Elle a répondu par l'affirmative, en précisant de côté, sans que je sache vraiment ce que cela signifie. Parmi les 3 chambres, 2 sont équipées d'un dressing. Ils l'ont fait là aussi. Les 3 chambres ont un balcon. Ils ont fait du sexe en plein jour. Dans les 4 salles de bain, sous la douche, sur le sol de la salle de bain, sur les toilettes. Il a uriné sur elle, plusieurs fois, sur son visage, sur sa poitrine et sur le reste du corps. Il l'a arrosée alors qu'elle était debout sur l'îlot de la cuisine. Ils ont fait du sexe dans la cuisine et sur le balcon attenant à celle-ci. Sur la table à manger également, et sur toutes les chaises de la salle à manger. De façon intensive, ils en avaient placé dans le salon. Ils avaient aussi une fois fait du sexe dans le couloir. Des caméras de sécurité avaient été installées, pour des raisons évidentes. Il n'a jamais utilisé de protection, pas même une fois. Elle prend des pilules contraceptives. J'essaie toujours de traiter toutes ces informations. Ma femme insiste sur le fait qu'ils n'ont jamais eu d'interaction privée avant l'incident. Elle n'a pas son numéro de téléphone ni son adresse électronique et je m'occupe de tous les paiements de factures. J'ai vérifié et c'est confirmé. J'ai également pris son téléphone, sa tablette et son ordinateur portable. Je me suis totalement investi dans mon travail. J'ai même fait un test pour les maladies sexuellement transmissibles et les résultats sont revenus négatifs. Depuis ce jour-là, je n'ai plus initié de rapport intime. J'ai une relation étroite avec le propriétaire de mon appartement. Il se trouve qu'il possède plusieurs appartements dans l'immeuble, y compris celui où mes amis vivent. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Le propriétaire, âgé d'environ 60 ans, est devenu pour moi une figure paternelle. Il vit seul et m'a dit que si jamais j'ai besoin d'un endroit pour parler ou de quelqu'un à qui m'adresser, je peux venir vers lui à tout moment. J'ai lu presque toutes les histoires où la femme était infidèle et je les ai relues plusieurs fois. Parmi celles-ci, il y a l'histoire d'un homme que j'ai découverte ici. Son ex-femme avait eu liaison avec l'un de ses clients fortunés et avait emmené son mari, sans méfiance, chez ce client pour faire une réparation, leur donnant ainsi l'occasion d'avoir une liaison. Je pouvais beaucoup me reconnaître dans cette histoire. Cependant, la différence dans ma situation est que ma femme ne m'avait jamais reproché quoi que ce soit. Elle avait exprimé à plusieurs reprises à quel point elle était désolée. Avant que je ne me marie, mon beau-frère avait partagé avec moi quelques sages réflexions sur les émotions. Il m'a dit que soit tu contrôles tes émotions, soit quelqu'un d'autre le fera. C'est un aspect commun de la nature humaine. Lorsqu'elle est poussée à l'extrême, cette tendance peut conduire à un comportement de contrôle. Il a dit, en ce moment tu es célibataire mais tu te marieras bientôt. Cette règle s'applique à 100% au mariage. Il a également conseillé que les émotions sont individuelles, appartenant à chaque personne séparément. Cependant, il existe un chauchement, un espace émotionnel commun, où les 2 partenaires expriment leurs sentiments.
C'est dans cet espace que la sincérité devient cruciale. Plus vous serez tous deux sincères dans cet espace émotionnel commun, plus votre vie conjugale sera équilibrée. Quant à moi, je n'ai pas encore versé une larme jusqu'à ce jour, pas même une fois. Je ne me suis pas non plus mis en colère. Cependant, il m'arrive parfois de ressentir de la frustration. Lorsque je lui pose des questions, ma voix reste aussi calme qu'avant que tout cela ne se produise. Étonnamment, elle n'a jamais exprimé de frustration à mon égard pour avoir posé des questions. Elle, par contre, pleure constamment, et j'ai choisi d'ignorer ses larmes. J'avais simplement besoin de m'exprimer. Merci de m'avoir écouté. Remercions l'auteur d'avoir partagé cette histoire pleine d'enseignements avec nous. Souhaitons bonne chance à ce monsieur dans cette épreuve difficile et espérons qu'il ne fasse pas objet d'un autre numéro sur Histoire sans filtre. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui, passez une merveilleuse journée.